Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons démarrer le montage du kit Hot Bodies E817T, qui est donc le truggy, qui n'existe pour l'instant qu'en V1. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, ils ont sorti le V2, le buggy a évolué en V2, pour certaines petites raisons de corrosion et autre chose. Moi je vais utiliser cet engin de loisir, donc le V1 me correspond parfaitement, surtout que j'aime bien le V1 pour justement ces rappels de orange sur certains endroits, que vous verrez quand il sera fini. Le carton est tellement grand à cause de la carreau. En fait, sans carreau, ce carton pourrait être 2 fois plus petit. À l'intérieur, quand tu as tout déposé préparé, ça te donne ça. Chaque élément est séparé. Tu as le sac A, ensuite B, C, D, etc. Et dans chaque sac, tu as des sous-éléments. Tu as le B1, B2, B3 pour ce qui est des différentiels. Tu as le A1, A2 pour les amortisseurs avant-arrière. Tu as le C pour les biellettes. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup puisque c'est exactement ma façon de procéder. Rappelez-vous, dans tous les derniers kits qu'on a montés ensemble, on montait les amortos à la fin, quand tout le véhicule était assemblé. Au moment de monter les amortos, il fallait remplir l'huile, machin, et remonter les amortos. Là, on prépare d'abord les amortos, ensuite les 3 diffs, et ensuite toutes les rotules. C'est marrant, c'est exactement ce que je fais. Soit je commence par les diffs et après les amortos, c'est-à-dire enfin, d'abord la partie huileuse et la partie chiante de visser toutes les rotules ensemble. Évidemment là, une fois que tu les as toutes vissées ensemble, il faut aussi les repérer, et les poser de façon que tu ne te trompes pas, ce qui te donne évidemment les mesures pour chaque rotule, c'est-à-dire ce qui reste en dimension entre les chapes. Puisque ceci est une tige filetée à pas inversée, tu as ensuite dessus ceci qui se monte, qui est une chape, et la pièce qui vient d'aller se faire la malle, c'est une rotule. C'est ça. Le tout monté ensemble s'appelle une biellette. C'est comme pour un pneu et une jante, ça donne une roue. Une fois que tu as fait ça, tu prépares ton châssis et ensuite tu attaques le reste. Là, pour l'instant, j'ai déjà ouvert ces sachets-là, on va les prendre dans l'ordre. Je vais faire comme sur le dernier kit, c'est-à-dire je vais vous montrer le montage d'un amorto, je vais monter ensuite les 4 hors caméra, parce que ça reviendra exactement même, je vais monter un diff et monter les 3 autres hors caméra. Ensuite on aura le train avant, le train arrière, les éléments pour monter, donc radio, variateur et lipo. On a ici un aileron qui est fourni avec, qui a une petite barrette qu'on rajoute ici sur l'aileron ou pas, selon ce qu'on veut, pour augmenter encore l'accroche du train arrière. On reviendra sur l'influence de l'aileron à la fin du montage, quand on sera justement au niveau de l'aileron. Comme toujours, préparez votre kit sur une surface propre. Travaillez sur une autre surface, mettez tout ce que vous jetez dans une poubelle vide et propre. Comme ça, s'il y a quoi que ce soit qui reste dans un sachet, vous ne perdez rien. Si vous ne trouvez pas une vis, par exemple, dans le diff, ou un BTR, ça peut être logé ailleurs. Ici, c'est creux, ça peut se mettre dedans, ça peut se mettre dans une cavité, où tu veux, c'est égal. Il y a vraiment plein de possibilités pour cacher la visserie sur une machine. Et le premier truc à faire avant de te préparer ce plan de montage comme ça, c'est toujours de lire ta notice avant de la feuilleter 2-3 fois pour savoir où se montent les éléments. Soit tu suis exactement ce qui est écrit dans la notice pour les réglages des huiles, etc. Généralement sur un engin de compète, c'est fait sur les réglages de certains champions qui roulent en compète. Méfiez-vous. Ça par exemple, c'est un engin qui roule aux US. Sur les circuits US, c'est pas forcément la même chose que chez nous. Ça peut être aussi beaucoup de carpettes ou autre, de moquettes synthétiques, tout ce que tu veux. Il y a vraiment tout type de surface, donc si tu fais la compète, tu sauras comment faire. Si tu fais pas de compète, je te conseille de commencer par ces bases et ensuite d'évoluer au fur et à mesure. Moi, je vais faire du loisir. Donc les huiles d'amorto 400, moi je trouve ça bien. C'est plus souple que ce que font les autres. Après, ça dépend évidemment des pistons qu'ils utilisent. Mais par contre, sur les huiles de diff, je vais évidemment utiliser autre chose. Là, ils nous préconisent 7000 devant, 7100 et 4000 arrière. En 6S,
absolument inutilisable. Les roues vont mouiller dans le vide et ballonner et on ne passera à aucun moment la puissance au sol. Donc c'est pas du tout ce que je recherche. Tout ici est fait avec amour de la part de Bodies. On a les cales du guide qui sont bien marquées pour bien être placées dans la coupelle ici pour ne pas glisser, pour ne pas bouger. On a des écrous nil stop en haut, contrairement à Serpent qui n'utilise que des écrous plats. Dans les diffs, on n'a pas de rondelle entre le planétaire et le corps du diff. C'est le corps du diff lui-même ici qui a l'usinage pour que l'axe puisse aller dessus et ne pas se promener sur la rondelle. Il y a des pour et des contre. L'avantage avec la rondelle, c'est qu'on se retrouve avec deux surfaces de contact à l'huile et que la rondelle se remplace quand elle est usée, alors que là, ça sera tout simplement la pièce de diff qui sera usée, ou l'axe. À voir. On a par contre des rondelles de calage à mettre à l'extérieur. On verra quand on aura ouvert un diff si ces rondelles glissent par-dessus les noix, parce que ça c'est quelque chose que j'ai horreur. Il faut démonter tout le diff pour sortir la noix, pour mettre la rondelle de calage. Je préfère que ce soit accessible par l'extérieur. À l'intérieur du diff, on n'a rien de spécial. Rien n'est prévu non plus chez Hot Bodies au niveau de diff autobloquant ou quoi que ce soit. Pour des engins qui sont à la pointe de la technologie, tout ça, je trouve ça toujours un peu étrange. Il n'y a pas d'évolution dans ce sens-là en Torsem et compagnie. Évidemment, il existe des diffs tactiles, mais à 180-200 balles le diff, ça fait réfléchir. La page où il y a toutes les violettes regroupées en un seul, je trouve ça vraiment super chouette. L'axe du diff très rapide, si tu enlèves les 4 vis du haut, tu as le diff qui est dehors sans devoir démonter sous le châssis. Et qu'est-ce que j'ai encore vu? La barre stable se monte de façon conventionnelle, il n'y a pas de butée d'arrêtoir à gauche, à droite. La barre est pliée, j'ai exactement la largeur de la cellule, donc de toute façon elle ne peut pas se promener à gauche, à droite. On a des grands roulements entrée de diff, ça j'aime beaucoup. On a des roulements de roues aussi qui sont pareil standard et sortie de diff 16 par 8 par 5, ce qui est excellent. C'est quelque chose que j'ai pas aimé du tout dans la S-Works. D'ailleurs on fera une petite vidéo aussi de la S-Works au niveau des usures. Les roulements là sont rikiki et montés dans des bagues en plastique dans la cellule. On a donc du jeu à tous les étages. Et pour un engin de compète, c'est assez catastrophique. Point de vue jeu, après, pas de point de vue utilisation, vous savez que je n'ai aucun souci avec les jeux en RC. Et j'invite tous ceux qui ne croient pas à aller voir la vidéo du shrapnel. Je le répéterai pendant des années encore. 1 cm de jeu par roue, pourtant 104 km/h, parfaitement tout droit. On a sur cet engin des CVD qui sont avec des petits soufflets. Donc, je ne suis pas fan des soufflets, je trouve ça pas spécialement utile. Même en compétition, ça roule quelques minutes entre les manches, donc est-ce qu'il y a vraiment tellement de saleté qui rentre? Je préfère largement le système au bas haut du ST Pro, qui a une large cuvette ici qui protège des projections toute cette partie, donc il n'y a même pas de saleté qui peut y aller en fait, comparé à ça qui est très exposé. Vous allez dire à l'avant c'est pas grave, c'est l'avant mouline sur les roues arrière, mais n'oubliez pas que vous roulez peut-être derrière un concurrent et c'est lui qui va vous laminer l'avant de la voiture. On a une possibilité de réglage ici de hauteur de la fusée. Ici, on te met les deux cales en dessous, mais tu peux en mettre une au-dessus, une en dessous, et les deux au-dessus, évidemment. Tu changeras donc la hauteur du porte-fusée par rapport à la chape, parce que ceci est le cardan, constitué d'une fusée et d'un arbre de transmission. À l'intérieur, tu as évidemment les pièces pour faire le CVD. Tu as ici la chape, le porte-fusée, et donc la fusée qui traverse le tout ici avec l'hexagone. Donc là tu peux changer la hauteur, ça changera évidemment la hauteur de caisse, la garde au sol. Ça fera évidemment pas autant d'effet qu'un axe portique comme on utilise en crawler déporté ou comme sur les Mercedes-Benz Unimog, mais c'est déjà pas mal. Donc qu'est-ce qu'on avait vu encore? La direction aussi, tout ce qu'il y a de plus classique, les roulements sur les pivots et c'est tout, le reste monté sans roulement, puisque ça marche très bien. Je trouve que mettre des roulements partout dans la direction c'est trop poussé et ça ne mène qu'à une chose, la destruction de ces petits roulements. Là, ça c'était marrant. On a ici, sur la direction, évidemment là tu as une petite cale de 2 mm à mettre entre la direction et la rotule. Ça je vous l'ai déjà dit, c'est pour mettre la rotule à la bonne distance, pour que quand on a un mouvement de suspension, la roue ici reste fixe par rapport à la longueur totale de la chose quand ça bouge. De l'autre côté, on a une rondelle qui vient côté écrou. Elle ne sert donc à rien. On a une rondelle de 2 mm, mais qui ne sert à rien.
Alors peut-être c'est pour l'avoir déjà embarqué, si vous avez envie de vous en servir. Cette rondelle peut évidemment être montée entre la rotule et le levier de direction ici. Avoir donc les réactions différentes du véhicule. Mais là, comme elle est montée ici, en fait, elle sert vraiment zéro. C'est étrange. Et la photo qui me fait marrer, véhicule à pointe de la technologie avec une antenne qui sort. Les triangles sur l'autre body sont pleins, ne sont pas prévus avec des plaques carbone. Ça évite de visser les plaques carbone dessus qui font que... C'est sûr que le carbone c'est pas très lourd, mais quand tu rajoutes toutes les vis et le carbone, finalement t'es quand même plus lourd. On a ici quelque chose de très rigolo au niveau des diffs. Déjà la notice elle est écrite en français et en anglais, mais pas pour tout. Il y a quelque chose en français au début, mais là ça n'y est plus. Et ce qui est écrit ici en fait c'est de faire attention au sens du diff. Chez Hotbodies tu peux installer les diffs dans les deux sens selon ton sens de rotation au moteur et selon ton sens, enfin en thermique, tu vas être limité. Généralement les moteurs thermiques tournent tous du même sens, il me semble, à moins qu'il y en ait d'autres. Mais en moteur brushless, tu peux tourner à gauche, à droite. Quelle influence ça a? Ton moteur est monté en long. Donc si ça c'est l'arrière, donc tu imagines à 360 degrés, là tu es à l'arrière, ton moteur tourne comme ça. Ton couple moteur va lever la batterie, il va descendre de l'autre côté. Tu auras donc toujours plus de pression sur les amortisseurs de droite que de gauche en ligne droite. Si tu as un circuit donc qui tourne contre le sens des aiguilles d'une montre, c'est bien. Si tu as un circuit qui dans les, pardon, je m'inverse. Donc si tu as un circuit qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est bien. Si tu tournes contre le sens des aiguilles d'une montre, c'est un problème. Donc tu peux inverser ici les diffs et laisser tourner de l'autre sens, ce qui te permettra de faire l'inverse. Ensuite, nous avons des supports de carreaux qui sont montés ici avec deux trous, donc pour ne pas pivoter, tu as un petit éton qui va ici dans le petit trou, et de l'autre côté tu as une vis et un écrou nil stop pour fixer rien qu'un plot de carreaux. Ça aussi c'est pas mal, donc ils n'ont pas mis trop de filetage dans le plastoc, c'est peut-être un peu exagéré aussi. On a aussi au niveau des cales de train ici une petite particularité que j'ai pas vu chez les autres encore, c'est que ils ont tous des cales de train maintenant, justement, puisque tu peux régler ici l'angle de tes axes. Tu as ici, chez Hotbodies, ils te disposent de 6 cales différentes, donc de 6 positions du trou différents, pour régler ici la hauteur de ton axe. Tu peux évidemment monter l'axe complètement en haut, complètement en bas, complètement au milieu. Tu peux monter ici en haut et derrière en bas pour donner plus ou moins de kick-up ou non à ton véhicule selon ce que tu fais. Il y a donc plein de possibilités, mais ce qui est intéressant c'est que tu atteins ces cales par l'extérieur. Tu n'es pas obligé comme chez tous les autres de démonter la cale de train complète. La cale de train ici est vissée dans la cellule, chaque cale de train est vissée dans une demi-cellule. Et tu as les vis des axes qui traversent le tout. Ce qui est bien, puisque ça c'est l'arrière, c'est qu'ils ont prévu le coup. Ils t'ont mis une tête de vis hexagonale que tu peux donc retenir avec une clé, ce qui te permet, véhicule monté, de sortir ici l'écrou, donc sans avoir à glisser une clé Allen à l'intérieur, machin. À l'arrière ça va, il y a de la place, mais à l'avant évidemment tu n'as pas de place. Par contre la clé plate passera parfaitement. Tu peux donc enlever ton écrou, sortir ta vis de l'autre côté et sortir ta cale de train pour accéder directement à l'extérieur et changer tes réglages. Les cales de train aussi, enfin les petits patins de, pas de cales de train, pardon, d'axes de triangle. Les cales de train, ce sont ces pièces complètes, là aussi qui sont allégées au max, complètement creusées. Vous allez voir aussi le noix de cardan, tout a été à creuser un max pour gagner du poids. Montage d'amorto classique. Différence donc avec le Hotbodies par rapport à tous les autres du moment, c'est qu'au lieu d'avoir une cale entre le châssis et le train arrière qui relie donc le train arrière directement au châssis, on est relié ici au-dessus du diff. C'est pas nouveau, il y a de vieux véhicules qui font ça. Il y avait un Sen, un Truggy Sen qui avait une platine complète supérieure, il y avait des vieux Nord, des vieux Bao qui avaient ce genre de choses. On est allé pour alléger, pour éviter la platine complète du haut, pour alléger, on est passé sur des demi-cales d'ici qui relient, qui permettent un flex différent. Là on revient sur ça. Tout fonctionne, c'est l'essentiel.
On a donc les CVD avant-arrière. Moi, j'aime bien les dogbones pour une raison simple. Tu as qu'un seul axe et deux fentes, donc les usures sont à un seul et unique endroit. Tu as la noix de cardan qui peut s'user et l'axe. Quand tu as un CVD, tu as un axe ici à l'intérieur qui passe dans un petit tonneau, qui passe dans un trou de l'arbre de cardan. Tu peux donc avoir de l'usure ici, de l'usure dans le tonneau, ici, et le tonneau qui use évidemment aussi le corps du cardan lui-même. Tu as donc 3 points de contact, 3 fois plus de jeu. Donc un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, égale beaucoup de jeu par rapport à un dogbone qui lui n'aura que un seul endroit du jeu. Évidemment, on a aussi une répartition des forces et de l'usure. Néanmoins, tous ces éléments sont plus petits qu'une bonne grosse noix de cardan avec une bonne grosse tige. Baboun et Jérôme, taisez-vous. Pour les axes aussi là, classiques, tu as l'axe qui traverse l'hexagone, B tire par devant. Rien de spécial. On a à l'arrière, sur les cales de train arrière, la même chose qu'on peut faire à l'avant, c'est-à-dire que tu as 3 possibilités de réglage, tu vois ici, pour changer la hauteur du porte-fusée dans le triangle. Donc si tu mets, comme c'est indiqué là, le porte-fusée le plus bas possible, on augmente donc la distance entre le triangle et le sol. On augmente la garde-sol, ce qui permet de l'autre côté, ça se fait beaucoup en GT aussi, on est très haut ici, mais du coup on peut descendre ici plus bas avec le triangle que l'axe de roue. On a donc au total la même garde-sol, mais on a un centre de gravité qui est déporté beaucoup plus bas. Tu as évidemment toutes les possibilités de réglage habituelles avec ici la fixation des biellettes de train sur le train arrière lui-même et sur le porte-fusée. Donc plus tu es haut ici, plus tu es bas là, plus tu vas répercuter les forces vers le bas, le véhicule va être stable longtemps, par contre quand il va décrocher méchamment. Plus tu descends ici et tu montes là, plus tu vas atténuer ça, tu vas augmenter le roulis du véhicule. Donc très pratique sur sol très glissant par exemple. Enfin moi j'aime bien quand mes tout-terrains prennent beaucoup de roulis. C'est aussi chouette à voir quand tu as la caisse qui tangue comme ça, la suspension et les roues qui restent d'équerre avec le sol. C'est assez délirant. Ouais, il n'y a pas que les gars en crawler qui aiment voir travailler les suspects. Les gars en MT aussi, ça c'est clair. Vis sapin inversé d'un côté, donc avant gauche, arrière droit. Là aussi relativement classique. Ensuite on arrive à l'implantation des éléments. L'implantation des éléments, un truc aussi un peu à la S-Works Techno RC. On a servo, variateur, moteur, récepteur. Là, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous étonner, je préfère le système Obao. Obao, il y a servo, variateur, récepteur sur un seul bloc. Dans les Civis, tu enlèves tout. Ici, c'est aussi prévu sur un bloc séparé. Tu as un petit patin en fait où tout ceci est monté dessus. On enlève 3-4 vis par le dessous. Tu peux enlever variateur et servo. Par contre, tes câbles vont ici jusque dans la boîte radio. Et là, tu me dis, ouais, t'enlèves 2 vis, t'enlèves la boîte radio. Eh ben non, parce que ce n'est qu'un carter radio. Le récepteur est collé au châssis. Ici, dans cette petite encoche là. Après le dessin, sauf si je me trompe, c'est comme ça. Et si je me trompe, tant mieux. C'est une boîte à caca complète. Mais ça, je verrai quand je l'aurai ouvert. Mais là, après le dessin, c'est ce que je comprends. C'est qu'on est juste posé dessus. Ça évite évidemment du poids supplémentaire pour rien. Le problème, c'est quand on va démonter, chaque fois, il faut décoller le récepteur. On ne peut pas donc enlever l'ensemble ici complet et tout enlever en un seul bloc. Donc moi, je vais très certainement coller le récepteur à la boîte. Comme ça, quand j'enlèverai les 2 vis de la boîte par dessous et les 4 ici, je pourrai enlever toute l'électronique d'un coup. Évidemment, ils ont fait ça pour rester le plus bas possible. Sur le Hyperstar ou autre, tu as le récepteur, le Vario, qui est 2 cm plus haut. 2 cm. Waouh. C'est peut-être un tout petit peu exagéré. Et là, on le voit d'ailleurs, ce qui me fait dire que c'est juste un cadre, c'est qu'il n'y a pas le fond, et qu'on te dessine ici le fait de coller le récepteur au châssis, alors que là, regarde, on te dit de coller le Vario sur la plaque. Ce qui n'est pas le cas là. Point d'ancrage des amortos aussi, tu en as plein. Et ce qui est bien là-dessus, ce que j'aime bien, c'est la simplicité du bas clipo. C'est une butée gauche-droite, tu as une petite cale de butée évidemment pour qu'il n'aille pas vers la transmission. Celle-ci reste fixe quoi qu'il arrive et tu peux déplacer tes cales. Donc tu as ici le meilleur exemple de tout ce que tu peux faire. Tu peux monter une lipo longue, tu peux monter de la shorty.
shorty qui font à peu près en moyenne une 5400 grammes. Donc c'est un peu comme les Bashing 50C de Genesis. Par contre, qui sont un peu plus longues, 135, les shorties ça fait du 100-110 mm maxi, je crois. Les compétiteurs sont priés de me corriger évidemment sur ce passage-là. Et là, l'intéressant avec la shorty, c'est que tu peux déplacer à mort ton poids. Tu n'es pas obligé de rajouter des petits plombs devant, derrière, etc. Tu déplaces ta batterie de quasiment 10 cm. Vous allez voir quand ça sera monté, il y a vraiment 10 cm quasi entre les derniers points d'ancrage et les premiers. C'est énorme. Donc si tu mets ta shorty ici, tu as le poids réparti au milieu, donc véhicule qui se comportera sur son axe médian par rapport à la transversale. Ça y est, j'en ai perdu un paquet. Non, c'était pour rire. Et si tu mets évidemment un accu long, bah, ça ne changera pas grand chose. Mais ça, vraiment, ça fait énormément d'effets sur aussi le fonctionnement du véhicule. Ce qui est par contre funky, c'est qu'ils ont prévu donc une plaquette en carbone là pour retenir ta lipo, fixée avec des nil stop. Ils te demandent de les roder, c'est-à-dire que tu les démontes et tu les remontes plusieurs fois. En compétition, c'est pas un problème, une manche dure une dizaine de minutes. Après, ils ont largement le temps, puisque c'est au suivant qui roule, entre deux changements de manche, de changer la lipo. Nous, en loisir, évidemment, ça va être un peu long. À chaque fois, sortir la visseuse, des visseuses pour déboulonner et reboulonner ce truc. Je vais tout simplement me choper des vis papillons. Il va prendre des trucs papillons au magasin de bricolage. Non, je vais essayer d'en trouver des super chouettes en alu. Ou alors tout simplement des molettes, puisque ce genre de choses existe aussi en molette, à desserrer à la main. Donc tu as l'écrou dedans, tu as une grosse molette dehors. Les fous de l'imprimante 3D peuvent évidemment faire tout ça eux-mêmes, il n'y a pas de souci. Mais je trouverais bien une petite solution facile. Ou même tout simplement, je peux utiliser des Proline Secure Lock puisque c'est du M3. Tiens, non c'est du M4, donc ça ira pas. Mais je peux aussi percer la vis pour mettre un circlip ou autre. Évidemment, là, on est tranquille, c'est serré, c'est bloqué, ça bouge pas. En compète, c'est ce qu'il faut. Et là, ils ont dessiné la Caro qui est livrée avec. Tu as deux types. Moi, j'ai reçu la Caro Proline. Il y a aussi une version qui arrive avec une Caro J-Concept. C'est dessiné ici avec un aileron qui a le même design que l'aileron que j'ai dedans, par contre en l'excellent à découper soi-même. Celui-là, je ne l'ai pas reçu. Moi, j'ai reçu un aileron en plastique, fini, déjà peint en noir, parce qu'il me va très bien, très léger et très flexible. Franchement, il y a vraiment beaucoup moins de matière dessus que ce qu'on a pu voir chez les autres. Et ces deux petits ailerons-là ne sont pas démontables. Sur l'autre version, vous pouvez démonter ceci. À quoi ça sert ça? Franchement, en l'air, plus tu as la rainure longitudinale, plus ça stabilise le véhicule. On a essayé sur un Truggy en saut. Tu sautes avec l'aileron, il vole super bien. Tu enlèves l'aileron, c'est une feuille morte le machin en l'air. Il vole n'importe comment, il dandine. C'est vraiment, vraiment impressionnant. Voilà, je vous laisse là pour la première partie et on se reverra donc pour montage amorto, montage diff, montage biellette. Faut-il vraiment que je vous montre comment monter une biellette? Je pense que ça va pas être utile. Comme d'hab, je vais choisir un sens, puisqu'on a ici un point repère pour rallonger ou raccourcir la biellette, pour que tu saches dans quel sens. Donc moi, je vais toutes les monter dans le même sens. Comme ça, quoi qu'il arrive, d'un sens, je raccourcis tous, de l'autre sens, je rallonge tous. Après, ceux qui préfèrent avoir toujours le trait à l'extérieur des deux côtés le font. Ceux qui veulent à l'intérieur le mettent à l'intérieur. Là où je suis étonné un peu avec ce kit, c'est que ceci est du simple acier. On s'attendait quand même à avoir là, vu tout ce qu'ils ont fait sur le véhicule, peut-être quelque chose d'un peu titaniumesque. Après, le titanium n'est pas forcément toujours plus solide, il peut casser plus net. Est-ce que c'est pour ça qu'ils ont préféré de l'acier qui est souple, qui va encaisser, qui a un minimum de flex? J'aurais bien vu par contre, comme le fait Traxxas, des jolies biellettes en alu 70-75. Ça aurait été classe. L'avantage de ça, évidemment, c'est que c'est pas difficile. De l'acier chrome, ça résiste aussi aux projections de tout ce que balancent les roues. Je verrai aussi, j'ai pas fait gaffe maintenant si dans le kit c'est prévu avec des bavettes arrière ou si je vais en faire moi-même. Tout ça, on verra bien. Et là j'y vais. Je suis encore là. J'ai pas envie d'y aller. Je veux commencer tout de suite. Oui, ok, je vous fais plusieurs épisodes. Les nouveaux montages, je vais faire en plusieurs épisodes. On a eu beaucoup de demandes sur le fait de faire en plusieurs épisodes et pas un seul épisode de 1 heure ou 2 ou 3.
ou alors de faire des petites étapes sur les épisodes, ce qui m'imposerait de passer au montage pour vous mettre des points repères et moi-même devoir noter qu'est-ce que je fais et où. Mais vous le savez, j'aime bien l'anarchie, puis après, en même temps, fouiller sur une petite vidéo sur YouTube, ça va vite. Je vous ai pas encore fait le coup vache de monter le véhicule dans n'importe quel sens. Je pourrais maintenant, par contre, ouvrir ce sac et commencer par là, ensuite faire un amortisseur, faire un diff, faire là-bas, recommencer un diff, refaire un amortisseur et vous faire une vidéo comme ça où tout est mélangé. Parce que moi, je m'y retrouverai, à la fin, mon véhicule sera monté, et vous, par contre, vous serez totalement paumé. Salut les mecs.